Non? Non? Good. Oui, oui, je suis là. Je suis là. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre webinaire sur les 8 indicateurs RH à planifier pour l'après-COVID. Donc, moi, je suis Mathieu avec ma collègue André, qu'on a vu vite passer. Donc, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Donc, l'agenda pour aujourd'hui, vous allez voir, c'est très simple. On va parler un petit peu de l'impact de la pandémie sur la profession avant de sauter dans le vif du sujet. On veut aussi vous parler d'un peu du retour au nouveau normal. Là, on entend beaucoup parler du nouveau normal. C'est quoi ça, le nouveau normal? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis ensuite, on va regarder les indicateurs externes pour ensuite vraiment sauter dans le vif du sujet puis s'attaquer au sujet du webinaire aujourd'hui sur les indicateurs RH à surveiller pour l'après-COVID. Donc, qui sommes-nous? Oui. Mathieu, il y a des gens qui disent qu'ils n'entendent pas. Qui n'entendent pas? Oh, ça, c'est nouveau, par exemple. Qui n'entendent pas? On peut peut-être faire un tour. Est-ce qu'il y a des gens, ceux qui ont la caméra, pouvez-vous nous faire signe de la tête? Oui, si vous nous entendez? Oui. OK. C'est plusieurs personnes ou quelques personnes? J'ai aucune idée. Qui sont présents. Peut-être leur dire tout simplement de quitter, d'essayer de rejoindre. Là, des fois, quitter Teams. Je sais que de mon côté, là, Teams, des fois, il faut redémarrer Teams pour régler quelques petits problèmes. Donc, on va continuer. Si c'est plus quelques gens comme ça, on va continuer. Donc, comme je disais, Mathieu Barry, enchanté tout le monde. Mon rôle ici chez Saint-Intel, je suis arrivé en fait en juillet de l'année dernière. Donc, mon rôle, je suis un peu le directeur du succès client, ce qui veut dire un peu la passerelle entre nos clients chez nous, puis l'équipe qu'on a. Donc, on a une grosse équipe, on a des gens qui sont techniques, on a des gens comme André dans son équipe, qui sont plus des gens spécialisés du côté affaires des RH pour l'analytique. Donc, mon rôle, c'est vraiment de faire un peu la passerelle entre les besoins des clients puis trouver les bonnes personnes qui vont pouvoir travailler sur les projets à l'interne ici. Je suis joint par ma collègue André. Je suis sûr que la majorité d'entre vous avez au moins entendu parler d'André. André, c'est notre chef produit. C'est elle qui a développé, c'est la tête pensante, en fait, derrière notre plateforme d'analytique RH qu'on a développée ici à l'interne. Ça fait 10 ans qu'André fait ça déjà. Donc, André, au niveau du background, c'est une ingénieure. Donc, vous pouvez voir un peu d'où son amour pour les chiffres vient. Mais elle a décidé de faire un MBA. Donc, elle a quand même passé toute sa carrière du côté des affaires, malgré son côté ingénieur fort. Puis je vous dis que vous avez sûrement déjà entendu parler d'André, parce que quand on parle d'analytique RH au Québec, souvent on parle d'André. André est un petit peu partout, est impliqué dans tout ce qui se fait en analytique RH. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu son blog, je vous invite à aller le consulter. Ça s'appelle Mesurer le capital humain. Justement, il y a 3 ou 4 mois, il a été nommé comme étant un des top 20 blogs RH à suivre au Québec. Donc, si vous êtes intéressé à l'analytique, vous êtes au début de votre journée peut-être en analytique ou vous avez des questions, ça traite de plusieurs sujets. Je vous dirais que c'est une belle place pour commencer votre recherche en analytique. Puis, pour ceux qui connaissent David Green, qui est un Anglais d'Angleterre, David, en 2018, a nommé André comme étant une des top 50 influenceurs en RH, analytique RH au monde. Donc, vous allez être en bonne compagnie aujourd'hui avec André. C'est elle qui va faire la majorité du webinaire. Saint-Intel, qui on est très rapidement. Saint-Intel, on a 2 têtes, je vous dirais. On a la tête BI qui fait du BI opérationnel là, à toutes les sauces. Donc, que ce soit RH ou pas, peu importe. Depuis 1987 que Saint-Intel fait ça. Donc, beaucoup d'expérience, beaucoup d'expertise. On fait de l'accompagnement, on fait du développement sur mesure, du développement à distance, du placement de ressources, du développement chez les clients. Donc, du moment qu'il y a un peu un projet BI, habituellement, Saint-Intel a une ressource ou du moins un service qui peut offrir pour vous aider là-dedans. Aujourd'hui, moi et André, on est là parce qu'on est plus dans la branche capital humain, la branche plus fun. C'est-à-dire que nous, on se spécialise vraiment sur la plateforme d'analytique RH qu'André, avec l'équipe, a développée dans les 10 dernières années. Et là, à ça, nous, on est venu greffer des services aussi. Donc, on a les formations. Définir les indicateurs, on ne sait pas lesquels. Donc, André, avec son équipe, peut vous accompagner par rapport à ça, puis vous aider à faire ça. Bon, on a des services de scientifiques de données, toutes sortes de choses, la plateforme. Donc, on est quand même assez bien gréé. Donc, vous voyez un peu là, les logos de certains clients avec qui on a travaillé vraiment du côté RH dans les dernières années. Fait qu'on a eu la chance de travailler avec des belles entreprises. Donc, juste avant de laisser la parole à André, juste faire un petit récapitulatif parce que la COVID, hein, ça fait 1 an, même pas et demi en fait, qu'on est dedans, mais des fois, on a l'impression que ça fait plusieurs années.
Comment ça a commencé tout ça? Bien, c'est commencé en 2019, d'où COVID 2019 à Wuhan en Chine. Par contre, nous autres au Québec, on n'a pas réellement été touchés avant février, même début mars. Et là, parmi les parents qui sont sur la ligne, je suis sûr que vous allez vous rappeler très bien du 13 mars, la journée où on a fermé les écoles 2 mois quand même. Et c'est là qu'on a commencé à goûter un petit peu à la pandémie puis comprendre dans quoi on s'était embarqué sans trop le savoir, là. Ça, c'était la première vague. Donc, en mai, on a déconfiné. Si vous vous rappelez, le mai, juin, juillet, l'été, finalement, là, ça avait bien été. On avait quasiment un peu oublié qu'on était en pandémie. On avait l'impression qu'on était un peu sorti de tout ça. Malheureusement, septembre nous a rappelé qu'on était toujours en pandémie. C'est là qu'on a eu un peu la deuxième vague qui est arrivée. Donc, évidemment, à travers tout ça, les entreprises, vous êtes sur les premières lignes, vous étiez touchés par ça, il fallait s'adapter. Il y avait des nouvelles mesures gouvernementales qui rentraient aux semaines, des fois aux 2 semaines. Donc, il était toujours en adaptation continuelle. Heureusement, par exemple, dans notre deuxième vague qui a duré de septembre quasiment jusqu'à janvier, là, on a des vaccins qui sont arrivés. Des vaccins qui sont arrivés beaucoup plus tôt que ce que les experts nous avaient dit au début de la pandémie. Donc, on a déjà eu ça qui est entré. Présentement, où on en est, bien, on en est là. On est dans la vaccination. Les 60 ans et plus se font vacciner avec Moderna, Pfizer. Les 55 peuvent se faire vacciner avec AstraZeneca. On a des entreprises québécoises qui travaillent aussi sur des vaccins. Donc, les choses semblent bien aller. On peut voir que les décès diminuent considérablement. Par contre, les hospitalisations sont en hausse assez importante. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que d'ici le 24 juin, tous les adultes qui veulent être vaccinés devraient avoir été vaccinés au moins une fois, avoir au moins reçu une dose, qui laisse présager que peut-être en septembre, octobre, il pourrait avoir un certain retour à la normale ou en tout cas du moins au nouveau normal. Donc, c'est un peu ça où on en est. C'est ce qu'on entend en parlant à nos clients. Donc, c'est un peu ça qu'on va vous parler aujourd'hui. C'est à moi, là, je suppose. Oui, exact. Veux-tu que partager ton écran? Je vais partager mon écran. Attends un petit peu, là. C'est comment que des fois, ça peut être complexe pour moi. Prends ton temps. Puis, en attendant, on peut peut-être demander... J'ai encore mes sous-titres qui apparaissent. C'est-tu vrai? Ah oui? Ah ben oui. Non, mais je vais les faire partir. Attendez avant qu'on reparte, là. Au dernier webinaire, on a eu le même problème. En fait, c'est une option dans PowerPoint qui traduit c'est les sous-titres en temps réel. Par contre, c'est juste en anglais. Donc, avec les mots en français, essaie de faire des mots en anglais. Donc, c'est très mélangeant. Bon, bien, de un, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est inondé par les chiffres. Hein. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, à partir de... Même, je pense qu'en janvier, je commençais à regarder ce qui se passait en Chine. Je m'étais monté un petit chiffrier Excel, puis je rentrais le nombre de cas par jour. Des fois, j'allais voir 2 fois par jour. Je me disais, mon Dieu, que je suis geek. Puis là, j'ai découvert Johns Hopkins University avec leur beau Power BI. Là. Fait que c'est là que j'ai dit, wow, c'est intéressant, c'est le fun, mais en même temps, ça peut devenir aliénant là, de voir tous ces chiffres-là. En RH, on vit la même situation. Là. Veut pas, on est inondé par les chiffres. Et ce qui m'amène à vous parler de quel impact ça a eu sur la profession RH, la pandémie. Puis, dites-vous là qu'en 2020, les RH ont un peu agi comme les premiers répondants de l'organisation, là. Même s'ils n'ont pas été mis comme les services essentiels, selon moi, dans les organisations, les RH devenaient un service essentiel. C'était la panique, puis c'est les RH qui tenaient le fort là, à ce moment-là. Beaucoup de questions de la part de la haute direction arrivaient au RH. On va en voir quelques-unes des questions qu'on posait, puis on s'est rendu compte que les gens qui avaient l'analytique en place, c'était beaucoup plus facile pour eux de répondre à ces questions-là. Ceux qui n'avaient pas d'analytique en place, ceux qui n'avaient pas de tableau de bord, d'indicateurs de performance, ça pouvait être plus complexe à répondre. Aussi, les communications avec les employés, c'était les RH qui devaient faire ça. Il y a eu certains secteurs d'activité où il y a eu des mises à pied massives qui ont eu lieu. Les RH devaient même faire leur propre mise à pied dans certains secteurs d'activité. Fait que c'est pas nécessairement des situations faciles. Pour d'autres organisations, d'autres secteurs, ça a été le télétravail. Donc, il fallait rapidement se mettre en mode télétravail.
Il y a des endroits où ça s'est fait facilement parce qu'il y a des endroits où on utilisait déjà le télétravail. Mais les endroits où c'était pas pratique courante, il y a eu beaucoup de travail de bras, je dirais, des RH avec les TI, en coopération avec les TI pour amener le télétravail. Ensuite, c'est sûr que tout ce qui était service essentiel, et ensuite, quand il y a eu des retours au travail, il y avait toutes les consignes sécuritaires qu'on devait mettre en place pour la sécurité des employés. Ces consignes-là changeaient d'une journée à l'autre, hein, et ils changent toujours, masque, pas masque, type de masque, etc. Donc ça, beaucoup de pression là, sur les gens de ressources humaines. Décision sur les espaces de travail aussi. Ça, on le voit plus maintenant. On se rend compte qu'on a des pieds carrés de bureau. Est-ce qu'on a besoin de tous ces pieds carrés-là? C'est peut-être pas une décision RH à ce moment-ci, mais je pense que les RH ont un gros rôle à jouer. Et finalement, il y a eu comme un éléphant dans la pièce, là, quelque chose qui s'est rajouté qui s'est rajouté à tout ça, à la pandémie, c'est tout ce que les Américains ont vécu avec les tensions raciales, hein, le mouvement Black Lives Matter. Ce qu'on se rend compte, surtout pour la grande organisation, ça a eu des impacts ici au Canada. Il y a beaucoup d'organisations qui se sont posées la question, qui se sont posées des questions au niveau de leur diversité et inclusion. Fait que ça, c'est en plus, ça vient rajouter à la pandémie. Maintenant, quand je vous disais qu'on devait se poser des questions, hein? On a eu des questions de la haute direction. La première question qui est venue, c'est on a-t-il une politique de télétravail? Si on a une, est-ce qu'elle est adéquate? Et là, après, ça a été les questions en lien avec les groupes d'emploi, les départements, les unités d'affaires, les localisations. Qui peut faire du télétravail, qui ne peut pas en faire? Est-ce qu'on a des absences liées à la COVID? Qui est absent, qui ne l'est pas? La répartition de main-d'œuvre par groupe d'âge. À la première vague, on voyait que c'était les personnes un peu plus âgées qui étaient atteintes. Donc, on voulait connaître là, où est-ce qu'on a des personnes plus âgées dans l'organisation. Les absences dues à la COVID, est-ce que ça a eu un impact sur la productivité? Sûrement, mais quel impact? Le télétravail, est-ce que ça a un impact sur la productivité? Négatif, positif? Combien d'employés ont eu la COVID? Combien peuvent revenir au bureau? Combien veulent revenir au bureau? Puis surtout, c'est quoi le moral de nos employés? Fait que dites-vous, toutes ces questions-là, si en plus on est une entreprise qui opère sur plusieurs continents, c'était encore pire là, au niveau des questions. Je connais plein d'RH qui ont passé beaucoup de nuits blanches, là, étant donné qu'on avait beaucoup de choses, là, beaucoup de questions à répondre, beaucoup de choses à mettre en place. Ce que ça a permis de faire, cependant, c'est que notre cycle de vie d'employés dans les organisations, bien maintenant, il est, pour plusieurs organisations, entièrement numérique. Ce que ça veut dire, ça, c'est, bon, l'attraction, je vous dirais qu'on était déjà là. On faisait l'attraction de façon digitale dans les organisations, mais recrutement et sélection, là, on avait encore des entrevues, là, surtout quand on arrivait dans les dernières entrevues, on avait des entrevues en présentiel. Maintenant, tout se fait presque par Zoom ou par Teams. L'accueil d'un nouvel employé, si on était en télétravail, comment on fait ça? Il a fallu trouver des façons de faire. Le développement, la formation, il a fallu s'équiper là, pour mettre en place la possibilité de tout faire ça en ligne via e-learning, via classe virtuelle. La mobilisation, la rétention, même chose, comment on garde nos employés mobilisés pendant une pandémie, il fallait faire ça virtuellement. Et la séparation, comment on met à pied ou comment on gère les départs d'employés dans un mode virtuel. Il y a même des employés qui ont fait ce cycle de vie-là complètement en numérique. On en a chez Syntel là, qui sont rentrés en pleine pandémie, puis sont sortis avant la fin de la pandémie. Donc, ils ont vécu tout leur cycle de vie d'employés dans un monde numérique. Donc, ça, c'est venu un peu changer nos façons de faire là, en RH. Mais ce que ça fait, ça, c'est que ça laisse des traces. Ça laisse des traces au niveau données. Tous ces processus-là se faisant numériquement,
il y a de la belle donnée à aller chercher. Mais ça, on va garder ça pour sujet d'un autre webinaire. Allons davantage là, regarder, rendons-nous plus davantage vers les indicateurs de performance. Donc, la prise de décision en RH. Bon, Mathieu l'a dit, moi, je suis un ingénieur. Hein, fait que moi, j'aime ça décortiquer les définitions, que tout soit clair, les petites boîtes, moi, ça me fait bien plaisir. Donc, c'est quoi une décision RH? Une décision RH, ça se produit habituellement lorsqu'un professionnel RH ou un gestionnaire ou un décideur dans une organisation doit effectuer un choix entre plusieurs solutions susceptibles de résoudre son problème. OK? Donc, on doit prendre une décision, on doit choisir entre A ou B ou entre A, B, C, D. OK? Donc, c'est ça, prendre une décision. Qu'est-ce que l'analytique RH maintenant? Bien, l'analytique, c'est une pratique qui utilise des faits, okay, des preuves, comme des données, des analyses, pour augmenter la probabilité qu'on va choisir la meilleure décision, qu'on va prendre une bonne décision. Donc, vous voyez, l'analytique RH, c'est vraiment là pour appuyer le processus décisionnel des organisations. Et ça, bon, c'est de mon cru, ça, et j'hésitais avant de vous le présenter, mais dites-vous là, que faire une bonne gestion des talents, ce n'est pas d'avoir les meilleurs processus RH en place. Oui, c'est important d'avoir des bons processus RH, mais dites-vous que vous pouvez avoir les meilleurs processus RH en place si vous ne faites pas les bons choix, si vous ne prenez pas les bonnes décisions, ça ne donne absolument rien. Donc, c'est quoi faire une bonne gestion des talents? C'est d'être capable de faire les bons choix. Et l'analytique RH vous permet d'accéder à cette nouvelle façon de prendre des décisions. J'ai remis mon petit cycle de vie là, pour pas qu'on l'oublie, mais regardons un peu quel rôle les RH ont joué pendant la pandémie. Là, okay? Comment garder les employés mobilisés en contexte de pandémie? Okay? Comment on fait ça en contexte de pandémie, en mode virtuel? Comment s'assurer de la sécurité de nos employés? Comment mieux aider nos employés dans un contexte de télétravail? Il y a des gens qui sont comme des poissons dans l'eau en télétravail, mais il y en a d'autres que c'est plus compliqué. Mais surtout, pas juste aider nos employés. Comment on fait pour aider nos gestionnaires à ce qui contribue au bien-être physique, émotionnel et mental de leurs employés? Il y a une grosse gestion de changement là, qu'on a eu à faire au niveau des gestionnaires, au niveau du style de gestion. Comment on fait pour évaluer la performance des employés en mode virtuel? Comment développer nos gens et offrir des cheminements de carrière intéressants dans un contexte aussi incertain? Comment faire un accueil et une intégration des nouveaux employés en mode virtuel? Sommes-nous une entreprise inclusive? Et ça, la question est probablement venue un peu plus haut dans l'organisation. Les conseils d'administration, ils ont dû se poser des questions. Est-ce que la diversité et l'inclusion dans notre organisation, ça vit bien, ça? Est-ce que ça se passe bien? Puis, il y a probablement eu des organisations qui ont dû répondre à des questions de journalistes sur le sujet. Ça fait que ça, il y a pandémie, mais je vous remets un peu là, toute l'histoire de la diversité et inclusion qui joue un gros rôle là, actuellement. Maintenant, retour vers un nouveau normal, OK? Avant le retour à la normale, il y a des choses qu'il faut faire. Il y a des choses il faut réfléchir. C'est sûr que moi, là, je le réfléchis plutôt du côté donné. Là, hein? Je suis plus de ce côté-là. Il y a probablement bien d'autres choses que vous allez devoir faire. Mais si on regarde là, au niveau donné, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Bien, ça va être le temps de revoir vos tableaux de bord RH. OK? Ceux qui ont déjà suivi mes formations puis qui me demandent là, comment souvent on devrait revoir nos tableaux de bord. Je dis souvent, vous devriez les regarder une fois par année, là, revoir vos indicateurs. Est-ce que les indicateurs sont encore pertinents? Au moins une fois par année ou lorsqu'il y a un gros événement dans votre organisation, une fusion, une acquisition. Et là, bien, il y en a eu un gros événement. Là. La pandémie, c'est un gros événement. Et ça amène qu'il faut réfléchir aux tableaux de bord qu'on a dans notre organisation et se dire, bien, les indicateurs qu'on suit actuellement, est-ce qu'ils sont encore pertinents là, avec notre nouveau retour, là, avec le retour à la nouvelle normale? La deuxième chose, c'est la diversité et inclusion. Ça va prendre de plus en plus de place, OK?
Mais est-ce que vous recueillez cette information-là? Est-ce que vous l'avez dans vos systèmes d'information, l'information sur la diversité? Dites-vous qu'il y a tout un côté éthique à ça aussi qu'il faut faire attention. Et finalement, il y a la nouvelle norme de divulgation du capital humain qui a eu lieu là, aux États-Unis, qui est régie par la SEC, la Security Exchange Committee aux États-Unis, qui, eux, ça fait plusieurs années qu'ils réfléchissent à ça, là, mais dites-vous que depuis décembre, les organisations qui sont cotées en bourse aux États-Unis ne doivent pas juste à tous les trimestres fournir de l'information financière, ils doivent fournir de l'information sur leur capital humain. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'ils peuvent parler d'un sondage de mobilisation qu'il y a eu, parler du résultat du sondage de mobilisation, des heures de formation qu'ils ont données à leurs employés, peuvent parler du taux de roulement volontaire dans leur organisation, de l'absentéisme. La SEC, pour le moment, n'a pas défini exactement c'est quoi qu'ils doivent divulguer. Mais ils disent, c'est que si des investisseurs vous demandent davantage d'informations sur le capital humain, vous devez leur fournir cette information-là. Et dites-vous que la SEC aux États-Unis se base sur la norme ISO 30414. Cette norme-là, qui est des lignes directrices sur le bilan du capital humain, est une norme qui a été publiée en janvier 2019, qui nous parle de 58 indicateurs de performance, qui décrivent ces 58 indicateurs de performance-là et comment elles devraient être utilisées dans les organisations. La SEC se base là-dessus pour leur nouvelle norme de divulgation. Bon, certains d'entre vous vont dire, écoute, moi, je ne suis pas aux États-Unis, je ne suis pas concerné par ça. Dites-vous que si c'est aux États-Unis maintenant, il y a une bonne probabilité que ça s'en vienne ici. OK? Une bonne probabilité, ce que ça veut dire, ça aussi, c'est pas rien que si vous êtes coté en bourse. Ça se peut que si vous êtes un fournisseur du gouvernement, on vous demande cette information-là. Ça se peut que votre gérant de banque vous demande de l'information sur votre capital humain. Dites-vous que ça s'en vient. Donc, c'est le temps là, de se préparer pour ça. Comment choisir vos indicateurs? OK? Ça dépend vraiment de votre secteur d'activité. Ça dépend aussi du pays dans lequel vous opérez. Cependant, OK, avant de les choisir, il faut que vous soyez en mesure de bien comprendre la nouvelle stratégie d'affaires d'organisation. OK? C'est quoi la pandémie? Quel impact ça a eu là, sur notre stratégie d'affaires? Bien comprendre à quel point, pour certains secteurs d'activité, l'avenir est incertain. OK? Donc, quel impact ça aura, ça? Dans quelles conditions l'organisation compte opérer dans la prochaine année? Une autre question, quelle décision votre organisation prendra-t-elle dans la prochaine année? Puis, quels sont les talents critiques dont vous aurez besoin? Donc, avant, pensez à sélectionner vos indicateurs, à revoir vos indicateurs. Vous devez vraiment vous aligner avec la nouvelle stratégie d'affaires de l'organisation. Donc, je vous demande de vous poser les questions suivantes. Là. Et là, répondez-moi pas, là, mais posez-vous ça dans votre tête. Là. Êtes-vous en mesure de décrire la nouvelle stratégie d'affaires de votre organisation? Est-ce que vous savez où votre organisation s'en va? Là? Est-ce que la stratégie RH a été revue en fonction de cette nouvelle stratégie d'affaires-là? C'est quoi les préoccupations de la haute direction en lien avec cette stratégie d'affaires-là? C'est quoi les préoccupations de la haute direction en lien avec le talent? C'est quoi les préoccupations reliées aux ressources humaines? Si pour vous répondre à ces questions-là, vous n'êtes pas capable, ben, je vous dirais, n'essayez pas de bâtir un tableau de bord ressources humaines. N'essayez pas de sélectionner vos indicateurs parce que vous allez sélectionner des choses qui ne sont pas en lien avec la stratégie de l'organisation. Donc, c'est super important de bien comprendre le contexte dans lequel votre organisation opère avant de pouvoir sélectionner les bons indicateurs. Bon, on va faire juste rapidement un petit exercice là, sur comprendre la nouvelle stratégie d'affaires. Et mettons, là, c'est très hypothétique ce qu'on regarde là, mais c'est juste pour vous montrer le raisonnement qu'il faut faire avant de se dire, bien, on prend tel indicateur. Supposons que l'organisation qu'on regarde ici, l'objectif qui sont donnés là, pour la prochaine année, mais c'est vraiment maintenir les parts de marché.
OK? On est instable et on se dit, on n'ira pas développer des nouveaux marchés, on va maintenir les parts de marché qu'on a actuellement. Et là, ben, il y a des décisions d'affaires, des questions qu'on se pose. Comment retenir nos clients les plus prioritaires? Quels sont les marchés à privilégier? Puis comment améliorer le service à la clientèle? Parce qu'on sait que si on veut garder nos clients, bien, il faut avoir un bon service à la clientèle. Donc, ça, c'est les décisions d'affaires, les questions auxquelles la haute direction s'attend de répondre. Maintenant, si on fait un lien avec les pratiques et les décisions RH, bien, quels talents clés ou quels rôles sont critiques pour le maintien de nos parts de marché? Comment on fait pour retenir ces talents clés-là? Puis quelles compétences et formations sont nécessaires à une meilleure rétention des clients? Je vais en faire un autre rapidement. On veut regagner la productivité antérieure à la COVID-19. OK? Fait qu'on se dit, là, nous, on veut au moins revenir au niveau où on était avant la COVID. Bien, c'est quoi les questions auxquelles on aimerait répondre? Bien, quelle est la productivité actuelle de l'organisation? Hein? Pour être capable de se comparer, il faut se mesurer. Donc, c'était quoi notre productivité avant? C'est quoi notre productivité maintenant? Puis, que manque-t-il pour redevenir comme avant? Qu'est-ce qui nous manque? Et là, au niveau RH, ça veut dire, devrons-nous adapter nos façons de faire, mode de travail hybride? Avons-nous les employés nécessaires pour regagner la productivité? Pouvons-nous recruter facilement? Puis les niveaux de performance sont-ils adéquats comparés à avant? Est-ce qu'on a perdu vraiment de la productivité par rapport à comment on opérait avant? Fait que vous voyez, il faut vraiment partir de l'objectif d'affaires et ensuite se poser les questions que les gens de la haute direction se posent et les questions RH qui sont en lien avec cela. Ça permet plus facilement de sélectionner les bons indicateurs à suivre. Bon, comment sélectionner et développer de bons indicateurs? Je vais vous présenter une petite recette. C'est une recette qui était bonne avant la COVID, puis qui est bonne après la COVID, qui est juste bien logique, OK? Donc, on part avec notre stratégie d'affaires, premier morceau. Un coup qu'on connaît la stratégie d'affaires, qu'on la comprend, bien, on définit les questions auxquelles on doit répondre, OK? C'est quoi les questions auxquelles on doit répondre pour atteindre les objectifs d'affaires qu'on s'est fixés? Et là, étant donné qu'on connaît les questions auxquelles on doit répondre, donc on connaît les réponses qu'il faut aller chercher, ces réponses-là, on identifie les données nécessaires pour être en mesure de répondre. Et là, on le fait comme si on était dans un monde parfait. OK? Mais on le sait qu'on n'est pas dans un monde parfait. Mais on fait comme si on était dans un monde parfait. Et là, ensuite, on va voir dans nos systèmes qu'est-ce qu'on a comme données. Et c'est là qu'on va se rendre compte qu'on n'a pas toutes les données nécessaires pour répondre. Et c'est là qu'on va déterminer l'écart entre ce qu'on a vraiment et ce qu'on aimerait avoir. Et c'est là que l'organisation devra prendre une décision, devra se dire, OK, il manque des données, est-ce que je peux aller chercher ces données-là? Combien ça coûte? Combien de temps que ça prend? Il y a toute une espèce de business case à monter là, à ce niveau-là. Mais il faut être en mesure de savoir qu'est-ce que ça nous prend puis qu'est-ce qu'on a si on veut répondre à ces questions-là. Et peut-être des fois qu'on a une donnée qui n'est pas exactement la donnée qu'on voudrait, mais qui pourrait être utilisée comme proxy à la donnée, à la vraie donnée qu'on aimerait avoir. Finalement, on va extraire les données de nos systèmes. On va déterminer la bonne méthode de mesure, puis ça, c'est vraiment la bonne formule de calcul, et la fréquence à laquelle on va vouloir mettre à jour notre calcul. Je dirais qu'il y a des indicateurs de performance RH qu'on va vouloir mettre à jour beaucoup plus souvent que d'autres. La donnée RH n'est pas nécessairement la donnée qui varie le plus rapidement dans les organisations. Donc, il n'est pas nécessaire de calculer vos indicateurs à tous les soirs avant de partir là, du bureau. Il y a une fréquence à déterminer et ça dépend vraiment de la vitesse avec laquelle les données sont mises à jour, que les données bougent. Finalement, on devrait assigner un propriétaire à l'indicateur. Donc, quelqu'un qui va être en mesure de faire le calcul, OK, si on doit le faire manuellement. Donc, quelqu'un qui est responsable du calcul puis de la qualité des données, si on veut. Et on devrait avoir quelqu'un aussi qui est responsable pour l'interprétation.
Des fois, c'est la même personne qui fait tout, mais dépendamment des organisations, on va avoir quelqu'un qui va monter le calcul, qui va s'assurer de la qualité des données, et tu vas avoir quelqu'un d'un petit peu plus haut niveau qui, lui, va s'assurer qu'on interprète bien ce qui se passe avec notre indicateur. Donc, si notre indicateur dévie de sa course normale, donc s'il augmente, il faut être en mesure d'expliquer pourquoi. Ensuite, s'assurer que l'indicateur est compris par tout le monde. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on a une formule de calcul, mais c'est toujours bon d'avoir un bon dictionnaire d'indicateurs. Donc, d'avoir sur une page comment l'indicateur est calculé, qu'est-ce qu'on inclut dans le calcul, qu'est-ce qui est exclu, c'est quoi les unités de calcul, c'est quoi la fréquence de rafraîchissement des données. Donc, ça, c'est important d'avoir pour chacun des indicateurs que tout le monde soit capable de le comprendre de la même façon. Finalement, c'est de trouver la meilleure façon ensuite de communiquer l'indicateur. Donc, est-ce qu'on utilise un visuel? Est-ce qu'on utilise un tableau? Est-ce qu'on utilise un Excel, un PowerPoint? C'est vous qui allez décider ça, mais il faut que ça soit facile de communiquer vos indicateurs. Puis finalement, il faut réviser les indicateurs régulièrement. Régulièrement, une fois par année, habituellement, ou lors d'un gros événement. Voilà. Maintenant, quel indicateur devrait-on suivre? Mais avant, on va faire une petite mise en contexte. Là, vous allez peut-être me trouver tannante, là, mais avant, là, oui, il faut comprendre la stratégie d'affaires, il faut comprendre où on s'en va, mais dites-vous qu'il y a des indicateurs externes qui sont super importants à regarder, OK? Parce que vous pouvez avoir la meilleure stratégie d'affaires, le meilleur plan de match, si l'économie ou n'importe quel truc externe arrive, il faut être au fait de cela, OK? Fait que c'est pour ça que là, on va rentrer dans je vous dirais, des indicateurs externes, moi, qui me font dire qu'on s'en va, là, on s'en va directement vers un tsunami, mais un tsunami de départ dans les organisations. OK? Puis qu'est-ce qui me fait dire ça? Puis il n'y a pas rien qu'André Laforge qui le dit, là. Vous regarderez tout ce qui se dit actuellement au niveau des études, des articles de journaux qui s'écrivent. Le taux de chômage, là, en février 2021, il était à 8,2, le taux de chômage canadien, OK? Il variait autour de 7,6 là, avant la pandémie. Vous voyez là, le gros spike que ça l'a fait, là. Bon, ça, c'était en avril 2020 et après, ça s'est mis à descendre. Et dites-vous que ça continue à descendre, OK? Donc, le taux de chômage descend. Le taux de chômage au Québec, dites-vous que là, il est à 6,4 en février. On devrait avoir bientôt le taux de chômage de mars. Dites-vous que 6,4, c'est le taux de chômage le plus bas au Canada, OK? Fait que le Québec, on n'est pas sorti de l'auberge. Le marché de l'emploi au Canada, en février 2021, on avait 18 531 milliers d'emplois, OK? Vous voyez, là, on est parti de 19 000, ça a baissé en avril 2020 et ça s'est mis à remonter. Et ça va continuer à remonter. Et on voit le même pattern, là, le même tendance dans les données pour le Québec. Si je regarde maintenant au niveau des emplois observés avant la COVID et aujourd'hui, mais par secteur d'activité, OK? On voit, là, le service d'hébergement et de restauration, c'est les secteurs qui ont été le plus touchés. Sont à moins 26,1 % par rapport à février 2020. Même chose pour information, culture et loisirs, l'agriculture, les services aux entreprises et bâtiments. Vous voyez, il y a plein de secteurs qui sont encore dans le négatif. Mais si vous regardez, là, la moyenne de tous les secteurs est à moins 3,1. Mais il y a des secteurs qui sont dans le positif. Il y a des secteurs qui ont des niveaux d'emploi beaucoup plus élevés actuellement qu'avant la COVID. Si on le regarde aussi d'un autre angle, là, au niveau du PIB réel par industrie au Québec, c'est la même chose. Là. Si on regarde l'ensemble des industries en haut, on est à 98 %. Là. Fait qu'on n'est pas loin du même PIB que février 2020. Puis on voit, il y a des secteurs qui vont très bien. Il y en a d'autres quand ça va moins bien, mais il y a des secteurs qui vont très bien. Ce qui fait dire ça aux experts, c'est que
on s'en va vers une pénurie de main-d'œuvre, OK? Vers une deuxième vague, pour utiliser un terme que tout le monde aime, hein, les vagues. On s'en va vraiment vers une deuxième vague. Là, il faut faire attention quand on dit pénurie de main-d'œuvre. Moi, j'aime beaucoup plus utiliser pénurie de talent parce qu'il y a vraiment un manque d'arrimage entre les postes affichés et la main-d'œuvre disponible. OK? Fait qu'on est vraiment en pénurie de talent. Ce n'est pas un simple manque de main-d'œuvre, c'est vraiment une pénurie de talent. Puis ça, je vous sors un peu là, un article dans les affaires du 10 mars 2021, là, ce qui se disait, c'est que la situation va ressurgir au cours des prochains mois et s'accentuer au cours de la prochaine décennie. 67% des PME canadiennes ont des problèmes de recrutement. L'immigration demeure une solution limitée à court terme. Pourquoi? Parce que, bon, on est encore en pandémie, OK? Puis je lisais qu'au Québec, ça prend 27 mois pour un employé issu de l'immigration à intégrer son poste au Québec. 27 mois, OK? Moi, je n'en reviens pas, là. Mais bon, ça va revenir, la solution de l'immigration va revenir là, quand les frontières vont réouvrir et quand tout ça va être derrière nous. Mais à court et moyen terme, c'est quand même une solution limitée. Puis ce qu'on se rend compte aussi, c'est que le taux de chômage des immigrants est très élevé. Fait que là, diversité, là, inclusion au Québec, là, on a peut-être à regarder ce qu'on fait à ce niveau-là. Il faut trouver d'autres bassins comme les 60 ans et plus, les gens qui sont partis à la retraite tôt, là, les personnes avec limitation, les bassins de femmes, les personnes autochtones. Donc, il faut trouver d'autres bassins. Puis, les organisations continueront d'investir dans la marque employeur. Ça, écoutez, la marque employeur, on en parle depuis un bout. J'essaie de voir la première fois que j'ai entendu parler de marque employeur, puis j'étais là, bon, encore une autre mode, là. Mais ça a l'air que c'est pas une mode, OK, la marque employeur, puis que les gens vont continuer à investir dans la marque employeur. Pourquoi? Parce que attraction de talent, c'est pas facile. Je lisais un autre article de la FCEI qui est sorti là, début avril. Puis là, qui parle plus de la PME, des petites entreprises. Puis là, ce qu'on se rend compte, c'est que les entrepreneurs, là, ils font toutes des heures supplémentaires actuellement. Là, ils sont en surcharge de travail. La reprise économique est freinée. 26% doivent refuser des ventes ou des contrats, excusez. Les secteurs les plus touchés, la construction, le manufacturier, les services professionnels. Puis dites-vous que le Québec est davantage affecté par ça. Puis je lisais ce matin encore un autre article du Conseil du patronat qui dit que 94% des entreprises ont de la difficulté à embaucher. 94%. C'est là que je lisais le 27 mois là, avant d'accueillir un nouvel employé issu de l'immigration, quand ça prend 3 à 6 mois dans le reste du Canada. Fait que, tu sais, il y a des... on ne s'aide pas, là, je pense. Hein? Fait que là, on a tout ça, là, ces indicateurs économiques-là qui fait dire que, regarde, on s'en va dans un mur, puis on est mieux de se préparer. Puis je lisais les tendances de recrutement de LinkedIn là, qui sont sorties en octobre 2020. Ils ne viennent pas de sortir, mais ça fait réfléchir. S'il y a des gens qui sont en recrutement là, dans la salle aujourd'hui, dites-vous que on arrive, la reprise économique, elle est là, elle est à nos portes, puis le recrutement va reprendre de plus belle. Fait que les recruteurs, soyez prêts, vous n'allez pas manquer d'ouvrage. Il y a un gros accent sur la stratégie de recrutement numérique virtuel. On parlait de ça en octobre 2020. C'est encore comme ça. OK, pensez à mon cycle, cycle de vie de l'employé virtuel. Mais pour le recrutement, ça l'est. Entrevue virtuelle, recrutement via les médias sociaux, outils numériques de présélection et d'évaluation, intelligence artificielle, analytique RH. Puis tout ça sans perdre la touche humaine. Mais dites-vous que c'est là en recrutement. Les opportunités d'emploi à distance vont augmenter. Encore plus de diversité géographique. Le télétravail, c'est là pour rester. Ça aussi, on s'enligne vers des gros problèmes de rémunération, selon moi. Qu'est-ce qu'on fait là, quand des entreprises de Californie viennent chercher des programmeurs au Québec parce qu'on va être en télétravail puis qu'ils vont les payer juste un peu plus cher qu'on les paye au Québec, mais moins cher que ce qu'ils payent en Californie. Fait que vous allez voir, là, il va y avoir là, des gros clashs de rémunération qui s'en viennent. Les entreprises du Québec, au niveau rémunération, on n'est pas nécessairement ceux qui payent le plus, OK? Fait que,
je vois un problème qui s'en vient. On continue d'embauche externe, mais la mobilité interne va devenir un must, OK? On s'en va vers une pénurie de talent, on s'en va vers des départs, des tsunamis de départs. Ça va peut-être être le temps d'offrir des bons cheminements de carrière à nos employés, puis de bien travailler la mobilité interne. Ça va un peu délester de la charge de travail là, de nos recruteurs, puis travailler vraiment sur ce qu'on a à l'interne. Et aussi, dites-vous que le recrutement, c'est sont la première étape là, si on veut améliorer nos objectifs de diversité dans les organisations, là. Donc, ça va être important pour le recrutement de garder l'œil ouvert à ce moment-là. Et les exercices de développement de marque employeur qui vont continuer, mais on parle beaucoup d'empathie et bienveillance, OK? La santé, le bien-être des employés devient central à tout ça. Empathie et bienveillance sont des termes qu'on va entendre de plus en plus. Bon, maintenant, sachant tout cela, puis là, je regarde mon heure, quel indicateur devrait-on suivre? Les indicateurs RH à surveiller. OK? Tsunami de départ, on n'a pas le choix. OK? Taux de roulement volontaire, taux de démission, taux de départ à la retraite. Je vous ai mis ici la petite formule de calcul du taux de roulement volontaire. Je suis pas mal sûre que tout le monde utilise la bonne formule. C'est la formule qui est utilisée dans la norme ISO 3414. Donc, vous avez la formule, le nombre d'employés qui quittent volontairement divisé par le nombre moyen d'employés. Qu'est-ce qu'on dit par quitter volontairement? Rentre là-dedans les démissions et les retraites. Et là, on pourrait être porté à vouloir séparer ça entre le taux de démission et les taux de départ à la retraite. C'est sûr qu'une organisation qui a un âge moyen de 30 ans, le taux de départ à la retraite, ça ne les intéresse pas. Fait que ça dépend là, de votre démographie. C'est peut-être pas nécessaire de suivre le taux de départ à la retraite. Ça, ce que ça permet là, de calculer ces indicateurs-là, c'est que ça vous permet de répondre aux questions suivantes. En début de pandémie, il y a eu une stagnation au niveau du taux de roulement. OK? Les organisations l'ont vécu. Puis là, je ne parle pas des organisations qui ont dû faire des mises à pied massives, là. Je parle des organisations qui ont continué d'opérer normalement, quasi normalement. Il y avait vraiment une stagnation au niveau du taux de roulement volontaire. Les gens restaient en poste. C'était trop insécure. Les gens restaient là. OK? Mais est-ce que là, on va voir le tsunami avancer. OK? Fait que c'est bon, il faut continuer à suivre notre taux de roulement, notre taux de démission. Puis, pour ceux qui ont une main-d'œuvre plus âgée, est-ce qu'on est capable de retarder des départs à la retraite? OK? Est-ce qu'on est capable d'offrir des conditions pour garder justement ces gens qui vont prendre cette retraite-là? Bon, c'est bien beau de suivre un taux de roulement volontaire, un taux de démission, mais si on ne connaît pas les raisons derrière ces départs-là, on n'est pas avancé. C'est pour ça qu'il faut être en mesure de faire plus d'analyses, plus poussées sur ces raisons de départ-là. Est-ce que c'est la rémunération, les cheminements de carrière, les gestionnaires, les collègues? C'est vraiment là qu'il faut avoir plus de données au niveau des raisons de départ. OK? Donc, premier indicateur. Deuxième indicateur important, taux de promotion, taux de mobilité interne, taux d'embauche interne. Pas nécessaire de suivre tout ça. Ça va dépendre de votre organisation, du nombre de niveaux hiérarchiques que vous avez, du nombre de niveaux là, de gestion que vous avez dans votre organisation. Un taux de promotion, on va vouloir suivre ça quand on est une organisation avec plusieurs niveaux et que c'est important là, de vraiment regarder les promotions dans notre organisation. Ce que je privilégie davantage, c'est de regarder la mobilité interne. Donc là, on regarde nos mouvements internes, autant nos promotions que les changements de poste au même niveau. Et on prend notre somme de mouvements, on divise par notre nombre moyen d'employés. Ça va nous donner notre taux de mobilité interne. On pourrait être aussi intéressé à regarder notre taux d'embauche interne, qui ressemble vraiment à notre taux de mobilité interne. Mais je le différencie ici, taux d'embauche interne. Quand c'est une embauche interne, la personne est vraiment passée au travers d'un processus d'embauche. OK? Donc, les recruteurs ont vraiment travaillé, ont passé la personne dans le même processus, à peu près le même processus qu'une embauche externe. C'est à ce moment-là qu'on va vouloir aller calculer un taux d'embauche interne. Pourquoi on serait intéressé? Qu'est-ce que ça nous aide à répondre? Offrons-nous des opportunités de carrière à nos employés. Si nos taux de mobilité interne sont bas, nos taux de promotion sont bas, ça veut dire qu'on n'offre pas
très bonnes opportunités de carrière. Puis, est-ce que le télétravail a eu un impact sur les opportunités de carrière de certains groupes? On le sait, la pandémie a un gros effet sur les femmes. Les femmes, malheureusement, sont encore celles qui s'occupent des enfants, d'éducation des enfants. C'est eux qui s'occupent de leurs parents, souvent. Donc, ça a eu vraiment, on a vu un recul au niveau de la place des femmes dans les organisations. Mais c'est peut-être important de suivre. Est-ce que la mobilité interne, le fait qu'on est passé à travers la pandémie, ça a eu un effet sur certains groupes dans votre organisation? Pourquoi je m'attarde à la mobilité interne ici? C'est rien que je veux que vous compreniez, puis je suis persuadée que vous le savez, mais c'est tout le temps bon de se le faire rappeler, c'est que la mobilité interne, c'est vraiment une valeur pour l'organisation. La mobilité, et ça a été prouvé par plusieurs études, là, ça améliore la mobilisation, ça améliore la productivité et ça améliore la rétention. On s'en va vers un tsunami de départ, la rétention. Donc, mobilité interne, c'est super important d'y penser. Ça diminue les coûts aussi. Ça diminue les coûts de recrutement, bien entendu, puis ça diminue la rémunération à long terme. Pourquoi? Bien, quelqu'un qu'on monte dans notre organisation va nous coûter beaucoup moins cher que quelqu'un qu'on va aller chercher de l'externe. Et finalement, ça soutient vraiment la stratégie de développement. La préservance de cheminement de carrière permet un meilleur contrôle. J'ai mis contrôle entre parenthèses parce que ce n'est pas un mot que j'aime utiliser, mais je ne trouvais pas de meilleur mot. Mais ça permet, quand on a une stratégie de développement de cheminement de carrière, de garder notre culture organisationnelle intacte, si on veut. Puis ça permet aussi une meilleure planification de main-d'œuvre. Voilà. Ensuite, on va vouloir parler d'absentéisme. Taux d'absentéisme, invalidité physique, psychologique. Pourquoi ça? Bien, on va soit vouloir suivre notre taux d'absentéisme ou le nombre de personnes en invalidité va être important. Le pourcentage de dossiers d'invalidité. Pourquoi ça? Parce que, bon, on le sait, la pandémie va avoir probablement des effets, puis ces effets-là vont avoir autant des séquelles physiques sur certains employés, ceux qui l'ont eu, la pandémie. On pense qu'ils vont être 2-3 ans à avoir des séquelles physiques. Et ça va avoir aussi des séquelles psychologiques. OK? Beaucoup de gens ont été surchargés de travail, donc ça va être important de suivre ça, nos dossiers d'invalidité. Puis ça va être peut-être intéressant là, de les séparer en invalidité physique et invalidité psychologique. OK? Si on est capable de le faire, ça peut peut-être plus nous donner une meilleure pomme sur les choses qu'on peut faire en RH. Parce que, bon, une invalidité physique, habituellement, l'organisation n'a pas beaucoup d'impact là-dessus. Invalidité psychologique, si c'est en lien avec le travail, mais il y a peut-être des choses qu'on peut faire. Donc, ça nous permet d'aider à répondre aux questions suivantes. Est-ce que nous nous occupons bien de nos employés et les gardons en sécurité? Nos employés vivent-ils une surcharge de travail? Invalidité psychologique. Quel est le risque à court et à long terme pour l'organisation? Ensuite, nombre de postes ouverts et délai d'embauche. Tsunami, tsunami de départ, ça va vouloir dire qu'il va falloir embaucher. Et comme on le disait, il y a des entreprises qui sont en croissance avec des nouveaux produits, des nouveaux projets, je veux dire, et ils ne sont pas capables d'avancer parce qu'il leur manque de main-d'œuvre. Mais ces indicateurs-là sont primordiaux. Le nombre de postes ouverts, OK, combien on a de postes ouverts, combien il nous manque de monde, et nos délais moyens d'embauche. Et là, j'ai mis la formule pour le délai moyen d'embauche, mais les délais moyens d'embauche, c'est important de les faire par type de poste aussi, parce que le délai d'embauche, probablement, d'un scientifique de données versus une adjointe administrative ne sont pas nécessairement les mêmes. Donc, c'est important de les faire là, par poste critique ou par type de poste. Qu'est-ce que ça nous aide, ça? Pourquoi on voudrait suivre ça? Bien, est-ce facile ou difficile de recruter pour nos postes critiques? Quel est le risque pour nos projets, nos livraisons? Puis, quel est l'impact sur nos revenus? Quand on a des postes ouverts, quand on a des chaises vides, ça a probablement un impact sur les revenus de l'organisation. Si on est capable de faire le lien, si on est capable de calculer l'impact d'une chaise vide, dites-vous que vous avez un bon business case pour avoir plus d'argent dans votre département de recrutement. Ensuite, le taux de satisfaction des nouveaux employés. Ça, habituellement, va venir d'un sondage d'accueil qu'on va faire à tous nos nouveaux employés. Donc,
on vient regarder leur taux de satisfaction sur le processus d'accueil. Et ça, là, je vous dirais là, qu'on devrait suivre cette satisfaction-là à 30 jours, 90 jours, 6 mois, 1 an. OK? On a les outils maintenant en place dans les organisations pour être en mesure de faire ça. OK? Des sondages, là, maintenant, c'est plus comme il y a quelques années. On est en mesure de faire ça. Donc, c'est vraiment important de pouvoir le faire pour comprendre qu'on accueille bien les nouveaux employés. Parce que c'est là que ça joue. Là. On ne veut pas qu'ils quittent au bout d'1 an. On veut s'assurer qu'il est bien intégré. Donc, ça nous permet de répondre aux questions suivantes. Est-ce que nos nouveaux employés sont satisfaits de leur emploi? Est-ce que nos nouveaux employés sont satisfaits du processus d'accueil? Est-ce que le processus d'accueil en ligne est efficace? Avons-nous des nouveaux employés à risque de quitter? OK? Tout ça vient nous aider à répondre à ça. Un autre indicateur important, c'est le taux de mobilisation des employés. Et ça, le taux de mobilisation des employés va se faire aussi via un sondage. Un sondage qu'on va faire. Puis là, c'est important de regarder le taux de participation aussi parce que souvent, le taux de participation est un indicateur. Quand les taux de participation commencent à baisser au niveau des sondages, c'est peut-être justement aussi un manque, tu sais, il devient, on appelle ça la fatigue des sondages, là, une écœurantite un peu. Fait que ça va avec aussi la fréquence des sondages. Le sondage annuel, c'est out, ça, là. Mais le sondage à tous les semaines aussi, il faut faire attention à ça. Là. Fait qu'il faut trouver la bonne dose de sondage qu'on veut faire à nos employés. Fait que c'est le temps, là. J'espère que vous avez fait des sondages pendant la pandémie, mais c'est le temps là, de sonder vos employés, de prendre le pouls pour planifier le retour au nouveau normal, OK? Puis ça va vous permettre là, de répondre aux questions suivantes. Nos employés se sentent-ils bien physiquement et psychologiquement? Nos employés ont-ils des relations de confiance avec collègues et gestionnaires malgré la distance? La cohésion sociale et l'inclusion se poursuivent-elles même en télétravail? Nos employés sentent-ils qu'ils contribuent à la mission? Est-ce que le télétravail fonctionne bien? Puis là, je vais aller vite sur ceux qui ont sondé pendant la pandémie. Dites-vous que la chose la plus importante à mesurer, c'était l'efficacité de réponse de l'employeur. OK? Si vous avez bien répondu aux nouvelles mesures, au télétravail, si vous avez bien répondu selon les façons de faire, bien, dites-vous que vous avez 4 fois plus de chances que vos employés soient mobilisés. Qui dit mobilisation dit rétention. Vous avez 6 fois plus de chances de déclarer que votre employé déclare un état de bien-être positif. Fait que vous voyez, là, c'était important de sonder pendant la pandémie, puis ça va être important de continuer à sonder. Il y a de l'information super importante là-dedans. Avant-dernier, pourcentage d'employés en télétravail, pourcentage d'heures en télétravail, nombre moyen de jours en télétravail. Ça dépend beaucoup de votre façon de travailler, si vous êtes dans un mode hybride ou pas. Mais on va vouloir savoir combien, la haute direction va vouloir savoir c'est quoi le pourcentage de mes employés qui sont en télétravail. OK? Bon, les endroits où c'est 100%, c'est bien beau. Mais là, dites-vous, est-ce qu'on reste 100% après la pandémie? C'est quoi le nombre moyen de jours en télétravail que les gens veulent? Est-ce que c'est 2 jours, 3 jours? Les heures passées en télétravail, on peut le regarder en pourcentage d'heures en télétravail. Donc, on pourrait regarder cette information-là par semaine. Fait que tout ça, c'est de l'information qui va être importante pour votre haute direction parce que on va se dire, bien, est-ce qu'on doit revoir notre politique de télétravail? On va vouloir savoir quel pourcentage de la main-d'œuvre utilise les bureaux. Pouvons-nous établir une rotation pour les gens qui travaillent au bureau? Y a-t-il un nombre de jours en télétravail optimal? Est-ce qu'il faut être 100% en télétravail? Il faut être 4 jours, 3 jours? Qu'est-ce qui est plus productif pour notre organisation? Qu'est-ce qui est le plus productif pour nos équipes puis pour nos employés? Et finalement, une question que se posent les gens de finance et les présidents d'entreprise, c'est le taux d'occupation des bureaux. OK? La superficie utilisée versus la superficie totale des bureaux. Et ça va beaucoup avec le télétravail parce que
On veut savoir là, quel pourcentage de l'espace de bureau est utilisé. Avons-nous besoin de toute cette superficie-là? Devons-nous réaménager les espaces de travail? Ça, ce sont des questions que les gens de finance se posent certainement à l'heure actuelle. Fait qu'essayez donc de prendre les devants au niveau ressources humaines, puis d'être capable avec eux de venir prendre les bonnes décisions. C'est très lié le taux d'occupation des bureaux avec votre stratégie là, au niveau du télétravail, votre politique de télétravail qui va être en place. Ouf! Il me semble que je viens de courir un marathon. Donc, c'était les indicateurs là, que je pense qui sont importants à regarder pour préparer le retour. Je vous dirais que la donnée employée, là, pour conclure rapidement, la donnée employée est plus importante que jamais. OK? La littératie des données en RH et la prise de décision basée sur les données, il faut que vous investissiez là-dedans. Il ne faut pas que vous repassiez à travers ce qu'on vient de passer sans aucune donnée. Ceux qui avaient des données déjà sur leurs employés, qui avaient des indicateurs, qui avaient en place ces mécaniques-là, étaient beaucoup mieux équipés pour prendre des bonnes décisions. Puis, le nouveau normal, c'est quand? Certainement pour 2022. Mathieu parlait de l'automne. Moi, je suis moins sûre. Je pense qu'en 2022, on devrait revenir à un nouveau normal, mais c'est le temps là, de se préparer. C'est le temps de revoir vos indicateurs. C'est le temps de vous préparer. Fait que je pense que c'est là que je te laisse la place, Mathieu. Oui, juste avant qu'on passe aux questions, on va juste rappeler quelques petits trucs. Donc, ça, c'est notre troisième webinaire. C'est quelque chose qu'on fait tous les mois. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous enregistrer au webinaire du mois prochain qui va être sur les 6 ingrédients nécessaires pour prendre la maturité en analytique RH. On va vous envoyer un courriel. Vous allez avoir la chance de vous enregistrer par là. Sinon, syntel.com/maturité RH, c'est le URL pour vous enregistrer. On parlait aussi de formation. Je vais attirer votre attention sur la première ici, bâtir mon business case RH, qui va se donner dans 2 semaines. André en a parlé un petit peu. Souvent, en RH, on se trouve dans des situations où on a un projet à l'interne, il faut le vendre à l'interne. C'est un peu la formation. Là. André, dans le fond, elle va vous donner une recette, elle va vous donner un processus, comment vous prendre pour approcher ce projet-là pour réussir à monter un bon business case solide qui va vous permettre de faire passer votre projet à l'interne. Donc, si ça vous intéresse, c'est les 27 et 29 avril. Ça aussi, ça va être dans le courriel qui va suivre. Sinon, en mai, on va avoir l'analytique RH avancée. Ça fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions? Donc là, je vous invite à soit y aller avec vos micros si vous êtes à l'aise. Sinon, si vous préférez, vous pouvez y aller par le chat aussi. On va prendre les questions des deux côtés. C'est une affaire en anglais. Ah, ben oui, Nadine. It's going to be a great pleasure for me. Il ne semble pas y avoir de questions. Si jamais là, il y en a que vous allez avoir accès à la formation, à la présentation, je pense que vous allez la recevoir, là, on va vous l'envoyer. Si jamais vous avez des questions, là, ne vous gênez pas pour nous envoyer un petit courriel. Là. Ça va nous faire plaisir là, de répondre. Oui, puis André, c'est Claudia, vous m'entendez? Oui. Oui. Good. Il y avait des questions à propos de la norme ISO. J'ai ajouté le lien pour télécharger la norme ISO, mais s'il y a des gens qui ont des questions à propos de ça, ils peuvent nous contacter. Là. On peut répondre à leurs questions, peut-être avant d'acheter le document vraiment officiel. Là. Oui. C'est ça, gênez-vous pas. Super, ce qu'on pourra faire dans le courriel qui va suivre vendredi, probablement qu'on va l'envoyer. Bon, évidemment, on va mettre un lien. La présentation que vous avez vue aujourd'hui va être téléchargeable, il va y avoir un lien pour écouter la vidéo. On pourra mettre aussi un lien pour le document ISO, là, parce qu'il y avait effectivement beaucoup d'intérêt pour ça. Puis l'autre chose, c'est qu'on a un document sur les 25 indicateurs qu'on avait publiés il y a un petit peu avant les fêtes, en fait. C'est les 25 indicateurs RH les plus communs, les plus utilisés ou les plus importants. Ça, c'est un document qu'on a gratuit. Fait qu'on peut le mettre aussi si vous êtes intéressé. Ça pourra au moins vous partir un petit peu dans les indicateurs. Sinon, comme on dit, soyez bien à l'aise de nous écrire ou il y a André qui fait des accompagnements aussi toujours si vous êtes plus sérieux pour aller plus loin. Donc, sur ça, on a dépassé un petit peu notre temps. Fait que merci beaucoup à vous de vous être joindre à nous. Puis, on va vous souhaiter un excellent après-midi. Puis, en espérant vous voir le mois prochain. Bonne journée tout le monde.
Bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.